Quel événement a généré cette détermination chez lui? Si tu es en recherche de détermination, si tu veux faire passer ton entreprise à un autre niveau, mais si aussi tu as envie de voir comment être à l'aise avec le fait de déranger, pourquoi pas des acteurs de ton marché, alors cette discussion, elle est faite pour toi. Si j'arrive pas à créer un lien très fort avec mes équipes, fit sera un échec. Il y a un nouveau qui vient d'arriver, je l'ai rencontré, premier jour, et j'ai passé 1h30 avec lui, comme je le fais avec tous les nouveaux, parce que je veux qu'il comprenne mon combat. Et je vais lui raconter des trucs hyper perso. Et j'attends de lui qu'il me dise aussi des trucs hyper perso. Et là, on crée quelque chose. Il est au SAV, au Customer Care. C'est un poste pour moi qui est crucial. Et pourtant, tu vois, il y a certains diraient, il répond juste au téléphone. Mais c'est hyper important pour moi parce qu'il est au contact du client. Donc je veux qu'il fasse transpirer la marque. Je veux qu'il remonte des feedbacks. Je veux qu'il soit force de proposition avec le chef de produit, avec le marketing. Je veux qu'il soit un point central de l'organisation. Et donc le mec, premier jour, il parle avec le fondateur, il comprend l'histoire, il rentre chez lui, il en parle avec ses amis. Il n'est pas juste rentré dans un grand groupe qui lui a donné un CDI à signer. Il a rejoint un bateau viking qui est en train de ramer pour aller conquérir de nouveaux territoires. Je suis très content de faire cette interview avec toi. Je t'ai vu la première fois sur BFM, je me suis dit, putain, c'est un bourrin. Et puis après, je t'ai vu dans d'autres interviews, j'ai vu qu'il y avait d'autres facettes, mais je crois que dans vos valeurs, il y a le côté déterminé. Tu l'incarnes spécialement. Merci, c'est gentil. Raconte-nous un petit peu d'où tu viens. C'est quoi ton enfance? Parce que on sent une violence, tu vois, en toi. On sent une détermination, un truc, une rage, en fait. Je pense pas que tu pourrais avoir cette réussite sans ce truc-là. Raconte-nous, en fait, ça vient d'où? C'est quoi l'origine de cette énergie? Tu vois, j'ai interviewé Marc Simoncini et je lui disais, mais elle vient d'où ta détermination? Et il me disait, en fait, à un moment donné, il y a un truc qui a tapé fort et ce truc, tu vois, il a fait geste comme ça. Et ce truc-là, ça te donne une énergie, ça fait tourner un moteur dans le bide, un truc comme ça. Et je lui dis, est-ce que tu connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont pas ça? Et dit, en fait, non, sincèrement, tous ceux qui cartonnent, il y a un moment donné, il y a un truc qui fait qu'ils sont là. C'est quoi, toi, pour toi, en fait? Je suis d'accord avec toi. Déjà, il y a toujours une souffrance, un moteur qui fait que tu vas pas abandonner. Parce qu'en fait, c'est tellement raide, l'entrepreneuriat, c'est tellement compliqué à certains moments, que si t'as pas quelque chose qui t'anime de supérieur, qui est ancré en toi, tu vas baisser les bras. Donc, il faut que vous trouviez tous votre histoire et ce qui vous passionne au quotidien. Et on a tous des histoires différentes. On a tous une bonne raison de se battre. Donc, vraiment, je veux pas passer pour Calimero quand je vais raconter l'histoire parce que c'est vrai que elle est vraiment cliché dans la souffrance, dans la difficulté. Mais c'est pas parce que t'as pas connu cette histoire que tu peux pas être un bon entrepreneur ou que tu peux pas trouver une bonne raison de te battre. Chacun a une raison de prendre une vengeance, une revanche. Et moi, c'est hyper naturel, hyper ancré. C'est que j'ai une famille très compliquée. À l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, je me souviens même plus, je me retrouve à la rue parce que mon père est violent, mère dépressive. Quand tu dis violent, c'est physiquement? Ouais, moralement, physiquement, la totale. Tu vois, vraiment le pauvre mec. T'en veux à ton père? Non, j'en veux pas parce qu'il m'a permis d'être ce que je suis. Donc si tu veux, t'as pas le temps de faire du pathos et de te dire le monde est méchant avec moi, j'ai pas les bonnes cartes en main. Parce que si tu commences à t'apitoyer sur ton sort, tu deviens une victime. Donc je pense qu'il faut réussir à s'extraire de cette condition de victime et se dire comment je fais de ces faiblesses et de ce qui aurait pu me détruire un véritable moteur pour prendre une revanche. Et quand j'ai une revanche, c'est quelque chose de sain. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai même pas de haine envers lui parce que j'ai pas le temps d'avoir de la haine. Ce mec est un loser, tu vois. Il fera rien de sa vie. Donc en fait, j'ai même pas de temps à lui consacrer pour essayer de briser sa vie. Elle est déjà brisée par ses propres échecs. Donc je passe à l'étape d'après et j'ai pas envie de le voir. Il y a des gens qui disent tu dois pardonner. Enfin, moi j'ai pas de pardon et j'ai pas de temps à donner à des gens qui sont pathogènes. Peut-être quand tes business fera plusieurs milliards, tu vas Même considérer. Pas. Je le dis vraiment et c'est ce que je pense et chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais il y a des gens autour de vous qui vont être pathogènes. Ça peut être des amis, ça peut être des professeurs, ça peut être des gens de votre travail et qui vont vouloir vous tirer vers le bas. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils sont méchants contre vous, c'est parce qu'ils ont une vie qui est tellement triste que ça les rassure de voir autour d'eux des personnes qui ne sont pas capables de s'extraire de leurs conditions initiales. Et donc, ils vont avoir tendance à vous tracter vers eux parce que c'est une manière de se rassurer. Et ces gens-là, je pense qu'il ne faut pas essayer de les changer. Vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas médecin. Vous devez simplement vous concentrer sur vous et être égoïste. Malheureusement, la vie, elle est compliquée. Si tu arrives déjà à faire quelque chose de ta vie, ce sera cool. Et si après, vraiment, tu as du temps, tu pourras aussi aider les autres. Bien que l'un et l'autre soient liés, on pourra en parler plus tard dans l'interview. Au final, moi, le truc, c'est que mon père, 15-16 ans, voilà, je me retrouve à la rue. Ma mère, elle est dans des conditions, pareil, post-traumatiques, on va dire, post-divorce, qui sont compliquées. Ça se passe mal à la maison. Et tu le vis comment, toi, à ce moment-là? Je le vis, moi, je suis alors quelqu'un d'extrêmement positif. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a sauvé. Je suis toujours capable de projeter la situation. Et donc, même quand je suis en train de traverser l'enfer, je traverse en souriant. C'est quoi qui est le plus dur pour toi à ce moment-là, en fait? C'est quoi la partie qui est la plus dure? Le plus compliqué, je pense, c'est le manque de liberté.
Le manque de liberté, c'est-à-dire que le soir, quand tu sais pas où dormir, parce que tu vois, t'as pas d'argent à cet âge-là. J'avais peut-être 1000 euros sur mes comptes que j'avais économisé depuis tout petit. Chaque 50 euros qu'on me donnait à mon anniversaire, je les économisais et j'y touchais pas. Heureusement, j'avais eu ce réflexe un peu, tu vois, j'étais déjà assez économe. Bah, ils partent très vite parce que tu vas acheter à manger, mais tu peux pas stocker de la nourriture dans les frigos, donc t'es obligé d'acheter à chaque fois un sandwich, un truc, donc ça coûte cher. Quand tu vas à l'hôtel, c'est 30, 50 euros. Donc très vite, l'argent part et en fait, je suis dépendant des autres. Et ça, c'est horrible. Et c'est pour ça que la promesse de ma vie, et on en parlera tout à l'heure quand j'ai posé ma brand plateforme, et je pense que c'est ce que tout le monde doit faire, chaque individu devrait poser sa brand plateforme, promesse, mission, valeur pour les atteindre, j'ai fixé la liberté en promesse ultime. C'est-à-dire que pour moi, je veux être sur mon lit de mort et me dire, j'ai vécu librement. Et si j'ai vécu librement, je considérerais avoir réussi ma vie. Il y a des personnes qui entendent ça sous le côté je suis positif. Mais dans ce que tu dis, pour moi, il y a une notion qui va au-delà d'être positif. C'est pas seulement en quoi c'est beau, il y a en quoi c'est une opportunité, en quoi je peux faire quelque chose. Pour moi, il y a une notion d'action et de mouvement et c'est pas juste parce que je suis positif que ça va se transformer en une opportunité. Mais c'est de dire, ok, il y a une opportunité dans la situation. Comment on se retourne, comment on l'utilise, comment on pivote, qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Et j'insiste parce que tu peux voir la vie du bon côté et te prendre ta baffe en pleine figure et dire merde, j'avais pas compris ce qui s'est passé en fait. L'action mène à la stratégie et pas l'inverse. Donc effectivement, il faut être positif et avoir le bon mindset, mais après il faut travailler, il faut y aller. C'est-à-dire que je vois beaucoup de startups parce que j'ai la chance d'investir maintenant dans des boîtes et il y en a beaucoup qui arrivent avec des business plans de 10 pages et qui me disent voilà, en 2025, dans 5 ans, j'ai prévu de faire tel chiffre d'affaires, mais qui ont toujours pas rentré 1 euro. Moi, je préfère les startups qui A/B testent, qui vont test and learn, qui vont essayer, qui vont se confronter au marché, plutôt que des gens qui vont itérer pendant 6 mois sur un business model alors qu'ils n'ont pas testé. Ils n'ont pas de product market fit, ils savent pas si le marché va être prêt à acheter ce montant. Donc il faut y aller, il faut être dans l'action. Il vaut mieux perdre 4-5 mois à faire quelque chose à 200% et quand on laissait sur le marché que ça marche pas et se dire bon j'ai perdu 4 mois mais au moins je sais où j'en suis, plutôt que de réfléchir comme on t'apprend en école de commerce pendant je sais pas combien de temps à faire des BP qui sont complètement théoriques. Tu ne peux pas prévoir l'avenir. Un business ne sera jamais comme tu l'as prévu. Feed, on n'avait pas prévu que ce soit comme ça, on n'avait pas prévu que ce soit ces produits qui fonctionnent. Le storytelling, il est venu naturellement au fur et à mesure parce qu'on a réalisé qu'en fait, il fallait que le fondateur soit un peu la base de l'histoire et que sa boîte soit la transplantation de sa propre énergie, tu vois, ce soit le prolongement de son histoire personnelle. Aujourd'hui, je suis convaincu, quand tu regardes toutes les startups qui marchent, que celles qui fonctionnent, il faut que le message soit ultra